C'est parti, enregistrement lancé. Dès le départ, comme ça, on va aborder tous les Yes. sujets possibles et inimaginables. Donc très content de t'accueillir, Valérie. Ça fait du coup la deuxième fois sur ma chaîne. Ça fait longtemps la première. Je pense que c'était il y a 3 ans ou presque. Déjà? Punaise. Ouais, Moi, j'allais dire 1 an et demi, mais bon. ouais, non, c'était il y a 3 ans parce que moi j'ai commencé fin 2021. Ma première vidéo c'était fin 2021, décembre, et je pense qu'on s'était eu 4 mois après, donc ça devait être par Ouais, là, tu vois, genre avril, mai 2022, un truc comme ça. ça Donc, passe qu'est-ce qui vite. s'est passé dans ta vie depuis ces 3 dernières années? Parce que la dernière fois qu'on avait discuté, donc, tu avais ton activité, salariée, du coup celle que tu as toujours fait. Tu avais, pas mal de projets IMO, tu investissais en bourse aussi. Donc, ouais, comment ça a évolué, sur ces 3 dernières années? Alors en 2022, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté mon troisième immeuble de rapport. Donc ça, c'était déjà un autre gros step dans mes investissements. Et sinon, le reste a pas énormément bougé dans ma vie. Je suis toujours salariée, ça se passe bien, ça se passe même mieux qu'à une époque, donc je suis plutôt contente. Et j'ai toujours mon activité, ma petite chaîne YouTube, et puis j'essaye de faire des choses en parallèle niveau entrepreneurial. Je continue à investir, plus ou moins en fonction de l'énergie, de l'envie et des finances aussi, parce que forcément ça va avec. Mais non, ça va, je continue mon petit bout de chemin tranquillement. Trop cool. Et si tu veux, on peut commencer par l'IMO parce que moi, c'est un sujet dont je parle pas forcément beaucoup et je sais que toi, tu as quand même pas mal d'investissements immobiliers. Et Mm. du coup, moi, ma première question, c'est alors, est-ce qu'avec 3 immeubles de rapport et peut-être plus maintenant, parce que tu as peut-être fait d'autres investissements depuis, je sais pas, mais entre ton activité salariée, ton activité entrepreneuriale et tout cet IMO à gérer, et je pense que là, la partie travaux est passée, mais ça s'est passé comment niveau gestion? Est-ce que là, avec du recul, ça va? Niveau gestion, ça se fait facile? Ça se passe comment? Alors non, les travaux sont pas finis et c'est un peu le nerf de la guerre. Là, dans mon troisième immeuble, justement, on est juste sur allez, les 2, 3 dernières semaines de travaux, parce que mon conjoint et moi, on fait quasiment tout tous les deux. Ok. Je délègue très peu, autant d'un point de vue parce que j'ai pas intégré le coût des travaux au crédit que d'un point de vue bah, finance. Du coup, là, je fais sur fonds propres le financement des travaux. C'est du taf, mine de rien. J'ai encore des appartements pareils qui sont pas rénovés où les locataires sont partis, mais je dois rénover un peu avant de louer. Donc on fait au fur et à mesure. C'est un peu, il y a des périodes comme ça où c'est un petit peu un pas devant l'autre. Ouais. Mais des fois, des fois t'as une victoire, tu vois, t'avances 2, 3 pas, tu recules d'un pas parce qu'il y a un locataire qui part et qui te laisse un appartement infesté de puces parce qu'il avait un chat qui était pas traité. Donc J'ai tu eu la passes, même. ouais, j'ai passé 3 semaines à essayer de me battre contre des puces d'appartement, c'était un enfer. Pareil, j'ai une locataire qui était pas là tout le temps et en fait, elle aérait pas et elle me dit que ça va pas, mais en fait, elle m'a rendu l'appartement dans un état assez crade, pas aéré, donc avec des moisissures et tout. Donc là, tu dis bon, allez, on repart pour un coup des travaux alors que je lui avais loué un logement neuf. C'est dans le creux de la vague là en ce moment, je t'avoue. Mais on sort la tête de l'eau, donc écoute, ça va. C'est pas toujours tout rose comme tout le monde Mais dit sur les je pense que réseaux. c'est un vrai sujet de podcast, tu vois. Euh, sur les invitations que je fais, là, j'ai eu Mathieu de Investream là, il y a peu de temps, et pareil, j'avais rien préparé, et en fait, je trouve ça plus cool parce qu'au final, on va Mm, sur les sujets d'actualité et les vrais sujets. Et ça, c'est un vrai sujet que c'est pas tout en rose et tout en facile, mm, que ce soit à la fois sur l'investissement, l'entrepreneuriat, sur plein de choses. Et, et tu vois, c'est rigolo parce que l'histoire des puces, bon, c'est pas moi en direct, mais c'est ma copine qui a, pareil, on avait retapé un appartement. On avait fait beaucoup de trucs nous. Donc, mm. tu vois, j'avais tout repeint, j'avais tout détapissé, on avait tout enduit. Enfin, et moi, je suis pas très manuel, donc j'ai dû tout apprendre sur le tas. Donc, on y a passé des heures et des heures et des heures. Elle a mis des locataires, et les locataires, ils avaient abîmé un peu les murs avec Ouais. des petits impacts, tu vois. Donc, ils ont décidé de tout refaire eux-mêmes, et ils ont même pas peint jusqu'en haut du plafond, tu vois. Genre, Ouais. les meubles au-dessus de la cuisine, bah, vu qu'ils y avaient pas accès sans escabeau, bah, ils ont pas peint, tu vois. Et donc là, tu es là, tu te dis, putain, genre en vrai, j'ai passé je sais pas combien d'heures, de l'énergie pour au final rendre quelque chose de propre, et tu le loues 1 an et demi et c'est dégueulasse, tu vois. Donc c'est pas toujours facile.
Et comment est-ce que tu gères ça, toi, du coup, à la fois au niveau financier? Parce que je suppose que si tu as des appartements qui sont pas loués, bah, tu as potentiellement des crédits en face. Ouais. Donc, comment est-ce que tu arrives à gérer? Parce que je sais que tu fais pas mal de suivi de budget et que tu traces tout ça, donc je pense que ça t'aide beaucoup. Mais comment ça se passe la gestion actuellement, vu que tu as ces loyers en moins, etc. Là encore actuellement, je mets un petit peu d'argent de ma poche tous les mois pour équilibrer entre les crédits, les travaux et la taxe foncière aussi qui est très élevée vers chez moi, mine de rien, et tout ça. Bah normalement là, quand le dernier appart qu'on est en train de terminer, il sera fini, je serai tranquille de ce côté-là. Mais c'est vrai que là, pour le moment, je prévois environ 400 euros par mois de ma poche à mettre sur le compte immobilier pour histoire d'être tranquille. Voilà, si jamais il y a un imprévu, un loyer Mm. qui est pas là exactement à l'heure, etc. Donc c'est un effort mine de rien. Donc faut faire gaffe, bah, comme tu dis, à ses dépenses et à ce qu'on fait en parallèle. Euh, Là vraiment, je suis quand même contente qu'on arrive au bout de ces travaux-là parce que là, ça fait 2, 3 ans, j'avais un peu d'argent de côté. Là, j'en ai plus d'argent de côté. Hein, donc c'est un peu entre deux, mais ça va. Enfin, franchement, je me plains pas parce que bah, déjà, c'est une situation que j'ai choisie. Hein, donc c'est bien de vouloir être propriétaire, mais il faut assumer derrière. Et enfin, j'ai quand même les capacités financières de l'encaisser. J'ai un bon salaire. Là, il y a quelque chose qui a changé par rapport à il y a 1 an et demi, c'est que mon activité entrepreneuriale, avant, c'était en micro-entreprise. Donc, j'avais quand même de l'argent qui rentrait tous les mois directement sur mon compte en banque de YouTube, etc. Ouais, Là, je suis en SASU, donc c'est l'argent de l'entreprise, donc je peux c'est pas pas pareil, hein? compenser avec ça. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Je suis passé aussi et c'est pas pareil, hein. C'est moins pompé up, quoi. Genre, tu te rends bien compte que c'est pas l'argent de Valérie ou de Clément, c'est l'argent des sociétés de Valérie et de Clément. Et pour le sortir en perso, enfin, tu pars pas en vacances, quoi. C'est ça. Donc, bah, du coup, voilà, j'en profite autrement en utilisant cet argent de la boîte pour, bah, pour investir dans la boîte. Mais par exemple, je te dis, j'ai fait un séminaire en décembre dernier. Bah, c'était sur l'entrepreneuriat, le séminaire. C'est ma boîte qui a payé. Et ça, c'était vachement Mm. cool. C'était pas moi avec mon argent perso qui l'a sorti. Donc, c'est une organisation, un équilibrage différent. Mais ouais, c'est vrai que là, sur l'IMO, j'ai eu 1 an et demi, 2 ans bientôt, un peu où je fais gaffe quand même, tu vois, je fais pas la Ouais. maline et je suis pas en mode Et tiens, je vais partir 3 semaines, je sais pas où. est-ce qu'avec du recul, tu aurais fait les choses de la même façon, ou justement, là, avec 3 ans, on va dire, d'expérience en plus, tu estimes que tu as fait peut-être trop de projets en même temps? C'est quoi un peu ton recul là-dessus? Parce que la finalité, c'est que ce sera très cool et que tu auras du coup du patrimoine et Mm. des loyers qui vont rentrer, etc. Mais avec l'expérience que tu as aujourd'hui, est-ce que tu aurais fait la même temporalité au niveau des projets ou tu l'aurais fait un peu différemment? Euh, le souci de la temporalité, c'est que dans un monde idéal, oui, peut-être que j'aurais un peu plus temporisé. Sauf qu'en fait, mon deuxième et mon troisième immeuble, je les ai quand même achetés parce que je trouvais que c'était des opportunités et en fait, j'ai pas Mm. forcément eu le choix de à quel moment je me lançais. Pour le coup, le troisième immeuble, je sais plus si on en avait parlé, mais c'est vraiment un truc que j'ai trouvé au hasard. Je comptais pas du tout réinvestir aussitôt, justement après le deuxième immeuble. Ok. Et en fait, c'était vraiment une histoire de prix au mètre carré qui était très bas par rapport à la zone où c'était. Et je me suis dit, c'est trop bête de, si j'ai la capacité de pouvoir emprunter de l'argent, de pas y aller. Donc c'était un peu tôt, c'était un peu rapide, mais n'empêche que j'ai fait une belle affaire et je suis très contente. Par contre, je sais que moi j'ai eu la chance d'emprunter vraiment quand les taux étaient bas. Et même pour le troisième immeuble, tu vois, 2022, j'ai acheté à la fin de l'été, je crois que j'ai 1,7% sur mon Ouais, ça crédit. Donc commençait à monter, mais vraiment, c'était encore. ouais, vraiment avant que ça remonte. Et, et pour les trois, c'est sûr que je pense que si vraiment j'avais le choix et que c'était à refaire, j'aurais emprunté de l'argent pour les travaux. Parce Ouais. que du coup, je mets de ma poche, donc j'ai un plus petit crédit. Donc il y a le côté psychologique de dire ouais, mais mon crédit il est plus bas. Mais oui, peut-être que ton crédit il est plus bas de 50 ou 100 euros par mois, mais en fait, c'est à toi de sortir les 15 000 ou 20 000 euros en face pour rénover tes appartes, quoi. Donc, c'est vraiment le truc, voilà, moi j'ai toujours été un peu frileuse à emprunter trop d'argent, de peur que ça passe pas au prix de la banque.
C'est vrai que là, quand tu te retrouves au bout de... Là, ça fait combien de temps que j'investis? Ça fait 7 ans maintenant. Au bout de 7 ans, à dire faut pas qu'il y ait une couille qui m'arrive parce que vraiment, si demain on me dit faut refaire la toiture n'importe 30 000 balles, ça va être compliqué. Ouais. Et, mais ça, c'est un sujet aussi dans l'IMO par rapport justement au crédit, au cash flow et tout ça. Et je pense que l'IMO a un petit peu changé avec l'augmentation des taux. Mais en fait, ce qui est très intéressant dans le troisième immeuble que tu as fait, c'est le prix au mètre carré que tu as payé très peu cher. Donc je suppose aussi qu'avec la rénovation que tu as fait et tout ça, tu as une grosse plus-value latente qui est bloquée sur cet immeuble-là. Mais on va dire que à horizon 10 ans, 15 ans, si jamais tu revends cet immeuble-là, tu auras également fait une grosse plus-value. Donc le gros argent, entre guillemets, sera récupéré au moment de la revente, mais tu as sécurisé un peu voilà, cette plus-value-là, quoi. Donc ça Ouais, aussi, c'est intéressant et c'est aussi une belle opportunité d'avoir saisi ça, quoi. et limite, tu vois, mon troisième immeuble est une meilleure affaire que mon deuxième. Parce que le deuxième, bon, j'ai pas mal de galères. Autre le fait que j'ai des rénovations, il y a des histoires de PLU, tu sais, de plan local d'urbanisme, où c'est en zone protégée, du coup tu peux pas faire tout ce que tu veux, donc j'ai eu que des galères au moment où j'ai voulu m'en occuper, et au final c'est un truc que j'ai mis de côté au bout d'un temps parce que je me rendais compte que je m'en sortais pas. J'ai eu un locataire aussi que j'ai demandé à ce qu'il parte il y a 1 an et demi, à la fin de son bail, et il est toujours là. Donc c'est un petit peu des galères, tu vois, comme ça. Mais mon deuxième immeuble, même si à l'époque, on va dire, je considérais que c'était un bon investissement, ouais, au prix au mètre carré, j'étais pas très bas, quoi. J'étais dans les prix, mais c'était pas une bonne affaire. Alors que le troisième, pour le coup, alors on va dire que dans la zone, le neuf, grosso modo, t'es autour de 2000 euros du mètre carré. Ouais, Et moi, j'ai acheté, si je dis pas de bêtises, à 1002. Donc, il y a un gros écart. ouais. La contrepartie, c'est que cet immeuble, c'est deux petites maisons, en fait, deux maisonnettes de ville collées, tu vois, un petit peu en longueur avec les jardins à l'arrière, comme ça se fait pas mal dans le sud. Et il y a deux locataires qui sont là depuis très longtemps, qui occupent donc des T4 de plus de 70 mètres carrés, qui se louent normalement autour de 700-800 euros par mois. Il y en a un, ses parents étaient locataires avant lui, il est locataire, et il paye 450 euros Ouais. par mois. Et la dame qui était là, pareil, elle payait 560. Donc en fait, la contrepartie achetée pas cher, c'était que je me retrouvais avec des locataires en place, depuis longtemps en plus, dont à qui je peux pas demander de partir du jour au lendemain comme ça, mais qui du coup payent des loyers qui sont vachement faibles par C'est moins rapport au élevé. marché. Mais c'est rigolo, toutes les similitudes qu'il y a avec du coup ma compagne, parce que mon mari, elle a acheté, bah, elle a eu l'histoire des puces aussi, avec Mhm. le locataire là qui ont laissé des puces de chat. Et elle vient d'acheter un nouvel appart, donc c'est un appart en centre-ville, mais pareil, il y a une locataire à l'intérieur qui paye un loyer qui est trop faible par rapport à la zone et tout ça. Mais derrière, elle a pu acheter un appartement qui a un prix au mètre carré qui est très très intéressant. Mais bon, l'avantage en fait, c'est que c'est une étudiante qui est pas d'ici et qui a pas du tout prévu de rester à Pau pendant des Ouais. années. Donc en fait, elle reste pendant 1 an et demi et elle sait très bien qu'après elle partira, donc elle pourra euh, enfin upgrader le loyer. Mais encore faut-il que ça se passe vraiment comme ça. Et après, il y a toujours des surprises. Donc, mais c'est marrant. En vrai, il y a beaucoup de similitudes dans les situations. Et bah, écoute, top. Ça fait beaucoup de projets quand même. Et c'est super intéressant et Mm. de voir aussi bah, avec le recul bah, les petits soucis que tu peux avoir avec l'immobilier. Et en même temps, c'est des soucis que tu arrives à anticiper parce que tu arrives, alors grosso modo, à rentrer dans tes frais et à 400 euros près. Je pense que par rapport au volume d'immobilier que tu as, c'est pas non plus un pourcentage qui est si Ah non, énorme que ça va. ça. Ouais, voilà. Je pense que effectivement, si tu as pas mal d'IMO, ça reste assez peu significatif. Et, euh, et du coup, tu m'as parlé tout à l'heure que tu investissais sur ta boîte alors pour aller sur des séminaires, mais est-ce que tu as, vu que tu es passé en société là actuellement, Ouais. c'est un sujet d'actualité d'investir vraiment peut-être en immobilier ou peut-être, alors pas forcément en immo si j'ai bien compris de suite, mais peut-être en bourse ou peut-être en SCPI, enfin, commencer tes investissements à travers ta société. Tu as commencé à te renseigner un peu là-dessus ou c'est pas du tout à l'ordre du jour? Alors je sais que c'est possible parce que j'ai monté ma boîte comme ça avec le comptable. Enfin, il a fait en sorte que je puisse le faire un jour. Par contre, c'est pas du tout un sujet d'actualité. Euh, Là, moi aujourd'hui, mon objectif avec mon entreprise, c'est déjà que ce soit plus sur mes revenus en perso pour pas que je me fasse assassiner niveau fiscalité. Là, je t'avoue que comme j'ai eu pas mal d'années en fait où
j'ai fait énormément d'efforts, j'ai beaucoup investi et tout. J'ai envie de commencer en ce moment. Enfin voilà, je pense que j'ai envie d'avoir 2-3 années un peu tranquilles où j'ai envie d'en profiter un peu. Et moi, vraiment, actuellement, mon but, c'est de récupérer un peu de sous, mettre de côté et me faire un petit peu plus plaisir. Donc vraiment là, je peux te dire que alors là, première année de boîte, j'ai pas eu une grosse activité, puis j'ai payé pas mal de choses et tout. J'ai investi, j'ai acheté une caméra et tout. Donc je crois que si la boîte elle a fait 1 000 euros de bénéfices sur l'année, c'est tout. Mais voilà, si je bosse bien, si j'arrive à faire ce que je veux, je pense que l'année prochaine je vais me prendre un gros chèque de dividende, peu importe la flat tax, tu vois. Et voilà, on va coffrer et puis Après, on en va perso, en profiter un peu. Ouais. et du coup, c'est quoi tes projets, on va dire, au niveau entrepreneuriat actuellement? Parce que on avait discuté un petit peu sur Insta, parce qu'on discute de temps en temps, et je sais que tu as envie de monter un projet entrepreneurial à côté de ton activité de salarié. Donc, c'est quoi un peu les échéances que tu as envie de développer? Tes objectifs, c'est quoi à ce niveau-là? Alors du coup, enfin voilà, moi là, ça fait maintenant quasiment 5 ans que je fais des vidéos sur YouTube, sur l'investissement, sur les finances personnelles et tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient depuis le temps, ah, est-ce que tu fais des formations, etc. J'ai dit bah non, et je trouve qu'il y a tellement de contenus différents. Toi, t'en fais, Mathieu en fait. Enfin, il y a tellement de gens qui proposent des choses différentes dans ces domaines-là de l'investissement que moi, je me voyais entre guillemets, je voyais pas ce que je pouvais apporter de plus, même si je sais que la question de la formation sur Internet, notamment, c'est très lié à la personne qui propose la chose. Et que Oui. bah toi, quand tu regardes des vidéos, tu peux dire bah tiens, j'accroche avec cette personne et pas avec cette personne. Mais moi, je me voyais pas forcément me lancer là-dedans. Puis il y avait un côté un peu éthique et même un peu légal où je me disais, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, notamment parce que je suis pas conseillère en investissement financier et c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais j'ai pas le temps pour C'est ça. une, Ça, c'est une sacrée étape, hein. Moi, du coup, j'ai fait la reconversion à 100% et Mm. j'ai fait justement la certification MF, j'ai fait aussi la formation conseiller financier. Et effectivement, c'est long, c'est chiant. Et en fait, on est toujours un peu dans un flou juridique, hein. Les personnes, enfin, les conseillers en investissement financier qui bossent comme Mathieu, comme moi et tout ça. Bon, Mathieu, c'est un petit peu différent parce qu'il a Mm. son cabinet de conseil, mais nous, on fait de la formation et de l'accompagnement et on fait pas de l'investissement pour les personnes. Donc, Ouais. c'est encore. C'est une nouvelle façon de travailler qui est pas encore hyper intégrée, je trouve, au niveau des différentes instances juridiques. Donc, c'est effectivement le bazar. Il faut s'entourer. Tu vois, moi, je bosse avec une avocate pour justement améliorer mes conditions générales de vente, faire peut-être un contrat, voir les dispositions légales qu'il faut que je prenne avec les clients que j'accompagne. Ouais, c'est Ah, c'est pas complexe. évident parce que, en fait, ouais, c'est comme tu dis, il y a un petit flou autour de tout ça et t'essayes de faire au mieux, mais tu sais pas si un jour Mm. tu vas avoir le truc ou la subtilité que toi t'avais pas capté en pensant bien faire. Et puis bon, voilà, j'avais pas trop envie d'avoir ce genre de problème parce que je pense qu'il faut gérer les problèmes un à un. Et tu vois, là, j'ai suffisamment de problèmes niveau travaux, IMO et tout pour me mettre ça en plus. Par contre, j'aimerais bien, tu vois, passer la petite certif, c'est quoi, c'est ARPS? RPP. ARPP, influenceur responsable, domaine financier. Donc ça, je sais que c'est pas très long à faire. Et voilà, je sais que je pourrais avoir le temps de le faire. Donc c'est un peu un objectif de l'année, déjà. Et par contre, du coup, je veux pas faire de choses concernant l'investissement, mais il y a un truc vers lequel je me suis plus tournée du coup ces 2-3 dernières années, c'est plus les finances perso. Donc vraiment tout ce qui est gestion de budget, comprendre avant d'investir en fait, comprendre déjà comment est-ce que toi avec ta situation perso, tu peux te dire ah peut-être que je peux faire des efforts à ce niveau-là ou changer un peu la façon dont je vis, dont je consomme pour mettre un petit peu plus de côté pour justement avoir de l'argent de côté et éventuellement investir. Donc c'est plutôt là-dessus que je travaille et là j'avais annoncé, je crois que c'est soit en tout début d'année, soit en fin d'année dernière, j'aimerais bien faire mon programme de finances perso. Enfin, je travaille dessus, en fait, c'est même pas que j'aimerais le faire. Et je me suis mis pour objectif de le sortir le 2 mai, parce que c'est mon anniversaire. Et c'est dans un mois. Et du coup, voilà, c'est du boulot énorme que je me suis rajouté depuis le début de l'année, en plus du reste. Mais écoute,
je vais tout faire pour y arriver. Donc, je bosse énormément là-dessus. C'est dur hein, de monter un programme. On sous-estime hein, souvent parce que ça, c'est un truc. Bon, malheureusement, je pense que l'image sur Internet peut changer à certains moments en bien, d'autres fois en mal, parce qu'il y a des personnes qui abusent et d'autres personnes qui travaillent bien. Euh, pour le coup, je vais pas me jeter des fleurs, mais j'estime travailler bien et apporter des résultats aux personnes, comme d'autres personnes, comme qui sont dans la même sphère et même dans d'autres domaines. Mais mais ça demande quand même beaucoup de temps de construire un programme avec une pédagogie, avec une logique, avec des concepts qui sont quand même complexes et les expliquer simplement. Donc je sais ce que c'est. Bon courage pour la fin de la création du programme. Et du coup, Tom, donc focus finance perso, c'est Ouais. très intéressant parce que, tu sais, moi, le premier module de mon accompagnement, c'est justement tout un travail sur les finances perso. Alors, je pense que c'est moins poussé que ce que tu vas faire avec un accompagnement spécifique là-dessus. Mais c'est souvent le module où on se dit, enfin, où j'ai un retour en mode, ouais, moi je suis pas forcément là pour ça, tu vois. Je suis pas forcément là pour apprendre à gérer mes finances. Je suis là pour investir, pour optimiser mes investissements. Et effectivement, c'est la finalité de mon programme, tu Mm. vois. Mais euh, après avoir passé les différents modules, souvent on me dit, ben, le module qui est le plus important, enfin le plus important entre guillemets, mais la base de tout, c'est les finances perso, tu vois. Ouais. Et j'ai vraiment le son de cloche avant de passer sur le module en mode ouais, vas-y, je le ferai vite fait, c'est pas super important. Et après, où au final, on se rend compte que avoir des datas chiffrées sur nos finances, c'est extrêmement important pour prendre des bonnes décisions, pour être à l'aise avec nos investissements derrière, pour prendre, enfin, pour avoir la bonne psychologie aussi, parce que Mm. euh, si tu investis, je sais pas moi, 500 euros par mois, mais que tu épargnes 200 euros par mois, ben, si tu calcules pas, tu t'en rends pas compte. Et peut-être que dans un an, tu vas te retrouver à taper dans ton épargne alors que tu n'avais pas du tout prévu, tu vois. Donc c'est extrêmement important. Et du coup, comment est-ce que toi tu gères? Je sais que tu as quelques vidéos YouTube qui montrent un peu ta gestion de budget et tout ça. Donc Ouais. bah, si les personnes veulent aller voir sur la chaîne de Valérie. Mais comment est-ce que tu gères ça de ton côté? C'est quoi les grandes étapes en fait de ta gestion? Bah, moi, j'ai commencé un peu à mettre à plat, enfin, vraiment quand j'ai commencé, maintenant je le fais plus trop, mais on va dire que je le mets à jour, tous les ans. J'ai commencé par mettre à plat, tous mes comptes bancaires, tu vois? J'ai imprimé les 3, les 6 derniers mois, j'ai tout surligné. J'ai dit alors, en bleu, je mets, les revenus, en vert, je mets, tout ce qui est, lié à la maison, à mon habitation. En orange, je mets toutes les dépenses qui sont un peu variables, plaisir, etc. Et voilà, je me fais des grandes catégories comme ça. Donc, j'ai commencé ce travail de un petit peu surlignage en me disant, bon, grosso modo, tous les mois, combien est-ce que je paye de tel côté, combien est-ce que je paye de tel côté. J'ai entouré aussi toutes les petites dépenses, plus ou moins petites d'ailleurs, où je me dis, c'était du plaisir, mais c'était pas forcément nécessaire, on va dire, pour ma vie quotidienne. Et bah, au fur et à mesure, j'ai commencé à me construire un gros fichier Excel de suivi de budget, où j'ai mes revenus, ensuite les dépenses, donc grosse catégorie maison avec le détail à chaque fois, mes abonnements, mes déplacement et travail aussi, donc tout ce qui correspond à la voiture, etc. Et les variables, donc les courses, je sais pas, les soins esthétiques, le shopping, etc. Et dernière catégorie, épargne et investissement. Et avec enfin, les chiffres d'où est-ce que je partais, je me suis dit, bon, ok, j'ai mes dépenses qui sont redondantes tous les mois, donc mon crédit, mes abonnements, etc. Je sais que je fais environ 200 euros de courses par mois. Je sais que voilà, mon essence va me coûter environ 120 euros. Et à partir de là, combien il me reste? Et par rapport aussi aux dépenses que je peux avoir régulièrement, combien est-ce que je m'autorise dans chaque catégorie pour arriver à zéro Ouais. à Donc la fin, quoi. tu fais un budget vraiment mensuel avec des sortes d'enveloppes sur bah, telle catégorie, j'ai telle enveloppe pour dépenser dans cette catégorie-là et au-delà, du coup, j'y vais plus trop, quoi. C'est un peu l'idée. Ouais, c'est un peu l'idée. Après, c'est vraiment une moyenne. Moi, je me fais une moyenne sur l'année. Parce que, évidemment, je sais pas si j'ai un budget coiffeur, si je me mets 50 euros par mois, bah, je vais pas chez le coiffeur tous les mois pour 50 euros. Par contre, j'y vais tous les, je sais pas, 3 mois pour 150 euros, tu vois. Ou Mm. le budget vacances, bah, c'est pareil. Même si j'ai un certain budget qui est prévu, ou j'ai fait une moyenne mensuelle, bah, en fait, c'est peut-être une fois ou deux fois dans l'année. Et j'ai essayé de répartir au mieux. Et en fonction des projets que j'ai, en fonction
voilà, de ce que je compte faire cette année. Par exemple, cette année, je compte pas énormément partir en vacances, donc mon budget vacances, je l'ai réduit. J'ai mis plus dans d'autres catégories. L'année prochaine, je vais 3 semaines au Japon. T'inquiète que le budget vacances l'année prochaine, il va être élevé. Il va péter. Enfin voilà, je m'en sers comme un sorte de guide en fait, tu vois. C'est pour essayer de Ouais, voir un peu où est-ce que j'en suis. Et s'il y a des catégories où j'abuse un peu, je me dis, ah bon, bah, le mois prochain, je vais faire un peu plus gaffe, ou voilà, je vais me calmer. Mais ça, je trouve que ça aide vachement à se réguler, en quelque sorte. Voir un petit peu où peuvent aller toutes tes petites dépenses. Je sais pas, je vais en ville, je me prends un café chez Starbucks, etc. Ça permet, moi au début surtout, ça m'a permis d'enlever ces petites dépenses-là qui sont pas forcément utiles et pas forcément, qui me donnent pas plus de plaisir que ça, et ouais. d'essayer de me focaliser sur les choses plus importantes, tout en essayant ouais, de continuer à mettre de côté et à investir quand même un petit peu en parallèle, quoi. Mais tu sais que j'avais un peu ce système-là. Moi, je comptais pas forcément chaque catégorie avant de dépenses, etc. Parce que j'ai plus une vision comptable en mode à la fin du mois, ben, j'ai tant qui est rentré, tant qui est Mm. sorti, et du coup, ça me permet de voir un petit peu ben, là où j'ai dépensé, etc. Mais j'ai jamais trop regardé catégorie par catégorie. Et au final, plus j'avance moi dans mon parcours, plus je me dis, enfin plus je m'éloigne en fait aussi de ça parce que j'ai l'impression, euh, en fait, j'essaie de réfléchir comme, on va dire, la personne, le moi dans 10 ans, tu vois, et qui a atteint l'objectif que j'ai envie d'avoir dans 10 ans. Et ma réflexion aujourd'hui, c'est plus comment est-ce que je peux me débrouiller pour que ces dépenses-là deviennent tellement peu impactantes sur mes finances que, en fait, je peux les faire quand même, tu vois. Ouais. Et j'ai même tendance aujourd'hui à me payer des trucs chers. Simplement, par exemple, tu vois, je suis parti à Budapest pour les 4 ans avec Marie et j'ai payé un hôtel qui était vraiment. T'avais vu la story, je Ouais, crois, j'ai vu les stories. un hôtel, mais genre vraiment un hôtel de bâtard, genre abusé, tu vois. Et bon, c'était pas non plus 2000 balles la nuit, hein, c'était un truc, c'était assez cher, mais c'était resté quand même dans mon budget que je peux me permettre. Mais tu vois, de aujourd'hui m'offrir ce genre d'expériences-là, qui sont peut-être un peu trop chères par rapport à Mm. une gestion de budget que je devrais réaliser pour vraiment ben, optimiser mes objectifs, enfin, optimiser mon budget, je trouve que ça me tire encore plus vers le haut et vers la finalité de grossir en patrimoine et de peut-être investir mieux, gagner plus, etc., que de budgétiser, tu vois. Ça te Je sais donne pas si envie. Ouais, ça te donne envie, ça te donne la niaque un peu. Ouais, exactement. En fait, je suis plus motivé. En fait, je sors de cet hôtel-là en me disant, merde, comment je peux me débrouiller pour que l'année prochaine, je puisse me repayer ça peut-être 3 fois dans l'année sans avoir à penser au fait que ça va me coûter trop cher par rapport à mon budget. Et en Mm. fait, après, ça marche sur moi et je pense que tout le monde fonctionne différemment et il faut également contrôler son budget pour pas faire YOLO et faire n'importe quoi parce que si on isole ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ça veut dire faites n'importe quoi et l'argent va tomber du ciel. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Mais ouais, j'ai un peu cette vision de, bah, je suis investisseur donc j'ai une bonne gestion de mes finances personnelles globales, mais de temps en temps, je vais me foutre un petit pic de dopamine, tu vois, en mode bah, cette expérience, elle est trop cool, donc ça me donne envie de pouvoir gagner plus, investir plus, mieux gérer pour pouvoir me les repayer. Est-ce que tu Mm. as ce genre de réflexion aussi ou ça... Ouais, non, je vois totalement. Après, je pense que, enfin, de toute façon, moi, je sais que le programme que je suis en train de faire, par exemple, tu vois, il est pas forcément destiné à des gens comme toi qui ont déjà un bon parcours d'investisseur et tout. C'est plus orienté, je pense, aussi pour les débutants, les gens Hmm. qui pourraient tomber dessus en se disant, bah, en fait, c'est vrai que à la maison, on parlait pas d'argent, on m'a jamais trop expliqué comment on faisait pour gérer un budget au quotidien, ou je me suis jamais posé la question de, tiens, est-ce que je vais suivre un petit peu où est-ce que va mon argent tous les mois. Moi, je sais que quand j'étais étudiante, je bossais, mon conjoint aussi, en parallèle des cours. Et en fait, j'étais boursière, on n'avait pas de souci d'argent, mais grosso modo, le seul suivi de budget qu'on avait, c'était en gros, fallait pas passer en négatif à la fin du mois. Hmm. Mais les questions de est-ce que tu mets de côté tous les mois, on aurait pu mettre de côté tous les mois. Franchement, quand on était étudiant, on était vraiment très très bien lotis. Et je me rends compte avec le recul que ah bon, on a profité, hein. Mais voilà, avec le recul, tu te dis ah bah c'est sûr que peut-être que j'aurais pu facilement mettre ne serait-ce que 100 euros de côté par mois. Et 5 ans plus tard, j'aurais eu un petit pécule pour commencer, tu vois. Donc Ouais.
C'est pas forcément la même destination, mais après je comprends aussi la volonté de te payer des belles choses et je pense que faut pas tomber quand on arrive à un certain niveau dans les économies de bout de chandelle comme on dit, mais c'est juste habitué à consommer différemment et à dépenser ton argent différemment. C'est un peu faire la part des choses entre je te parlais d'un café chez Starbucks. Concrètement, j'en ai pas besoin. Et si demain je vais me balader à Bordeaux et que je prends pas de café, bah, j'aurais économisé ça, mais ma journée, elle aura pas fondamentalement changé. Ouais, Donc ça, c'est un petit plaisir que je sais je peux supprimer facilement et sans trop que ça me fasse mal au cœur. Par contre, il y a des choses qui correspondent à du confort. Euh, Acheter un nouveau matelas, te payer un super matelas à 900 voire 1000 euros, et en fait, tu passes les meilleures nuits de ta vie, et quand tu te réveilles le matin, t'es plein d'énergie. et tu checkes aussi le coût par utilisation? Parce que moi, je sais que c'est une réflexion Ouais. que j'ai maintenant. Pour les Tu vois, fringues. ouais, alors moi, ouais, moi, je t'avoue, les fringues, j'en achète pas des masses pour le coup. Les économies là-dessus, c'est pas trop mon truc. Mais tu vois, un matelas, pour moi, fait péter le budget, tu vois, parce que tu Mm. passes ta vie dessus. Tu passes 12 heures de ta journée, enfin, peut-être pas, je dors beaucoup, donc peut-être pas 12 heures, mais tu passes 9 heures de ta journée sur ton matelas, tu vois. Donc, s'il est pourri, en fait, ça coûte pas cher un matelas par rapport à l'utilisation que tu l'as. Comme un iPhone, tu vois. Pour moi, acheter un iPhone qui marche bien, d'autant plus si tu travailles avec, tu en as besoin dans ton quotidien, c'est pas une dépense qui est bête. Tu vois, souvent on dit ouais, il achète le dernier iPhone et tout, mais ouais, mais s'il travaille avec, qu'il en a besoin tous les jours, ou que c'est un confort, tu vois, d'utilisation, il l'utilise tellement que le coût par utilisation est faible. Alors qu'un Starbucks à 8 balles que tu bois en une fois et ensuite c'est terminé, bah Ouais, il effectivement, t'aura là, coûté le coût 8 par euros utilisation est par vachement élevé, utilisation. quoi. Il t'aura coûté par utilisation vachement plus cher que ton matelas que tu vas garder 10 ans, 15 100%. ans. Mm. Donc ouais, c'est vachement important. Et moi, je prenais l'exemple des vêtements parce que, enfin, bon, en quelques années, alors c'est peut-être la maturité aussi, mais en quelques années, moi, j'ai vachement changé la façon dont je consommais, notamment tout ce qui est beauté, mode, etc. Et ça fait quelques années que j'achète non seulement beaucoup moins de vêtements, mais aussi des vêtements de meilleure qualité. Et, euh, et je réfléchis beaucoup en bon, ce super pantalon d'été ultra coloré que je trouve magnifique, est-ce que je vais le porter ou pas? Vraiment, enfin, de façon ultra consciente. Est-ce que je vais le porter ou est-ce que je vais le mettre 3 fois et qu'en fait il va rester dans ma garde-robe et je vais m'en lasser ou je vais pas savoir avec quoi le mettre. Et en fait, j'ai beaucoup de réflexions comme ça. Et là, je te prends cet exemple-là parce que oui, je me suis payé un pantalon à 200 euros chez Cézanne, mais je le mets tout l'été. Et vraiment, je l'ai ultra Ouais. rentabilisé par rapport à un jean que j'aurais acheté chez Pinky et qui m'aura duré 2 ans. Et au bout de 2 ans, il est troué parce qu'il n'est pas de bonne qualité, quoi. Ouais. Mais Donc, j'ai ça, ce c'est genre de réflexion. Ouais. ça, nous les mecs, j'ai l'impression qu'on a un peu moins ce problème parce que enfin, on a quand même une différence au niveau de notamment de la mode et enfin, d'acheter des fringues, etc. Souvent, nous, on achète des trucs un peu de marque qui tiennent longtemps. Et moi, je sais que depuis tout petit, en fait, j'achète, tu vois, des trucs qui me tiennent méga longtemps, tu vois. Et Mm. c'est juste que j'en ai marre de les porter, mais ça pète pas, quoi. Et je dis, ouais, enfin bon. Et ok, donc top. Et du coup, donc, ouais, hop, sortie du programme le 2 mai, approximativement. Et, et du coup, donc l'idée, ça serait que bah, tu génères du coup bah, du capital et enfin de la trésorerie sur ta boîte à travers Mm. cette activité entrepreneuriale. D'ailleurs, tu as dit que tu aimerais te les sortir en dividende pour justement bah, pouvoir refaire un peu ton épargne perso. Et, euh, et si on se projette dans 10 ans, que ton activité elle marche bien, etc., est-ce que tu veux tout sortir en perso? Est-ce que tu veux investir sur ta boîte quand même? Parce que moi, tu vois, j'ai la chance d'avoir une activité qui marche bien. Mm. Franchement, ça marche bien mieux que ce que je pensais. Et je commence à investir sur ma boîte justement parce que, en fait, je me rends compte que sortir la trésor, bah, ça coûte tellement cher. Si c'est pour la réinvestir derrière, tu vois, autant réinvestir dans la boîte et t'investis peut-être 100%, alors que si tu le sors, tu vas investir peut-être 60% de ce que tu avais à la base. Et tu vois, j'ai mis en place un système où j'investis à la fois en SCPI et à la fois en bourse pour justement me générer des revenus, notamment avec les CPI, des revenus passifs qui vont venir en fait augmenter mon salaire personnel que je me verse. Donc Mm. l'idée c'est que j'augmente mon salaire uniquement avec les actifs que je suis en train de générer dans la boîte et non plus avec mon activité.
Donc, est-ce qu'à long terme, tu aimerais justement avoir un système un peu comme celui-ci où tu arrives à générer des revenus passifs ou alors des revenus d'investissement dans ta boîte pour complémenter ton salaire? C'est quoi ta vision dans 10 ans, quoi, au niveau de tes activités? Bah, du coup, moi, enfin, ouais, je prendrai en dividende parce que voilà, comme je te disais, moi, j'ai un emploi salarié, je pense pas l'arrêter. En vrai, c'est quelque chose que je me suis posé pendant longtemps, mais je suis pas vraiment sûre d'être faite pour être à 100% à mon compte. On verra, hein. Comme je dis toujours, c'est différent alors faudrait que je m'y implique vraiment et ça malheureusement j'ai pas le temps, mais c'est sûr que si un jour je sais pas, je commence à gagner 10 000, 20 000 euros avec ma boîte, bah là tout de suite le travail salarié, tu te poses un peu moins de questions, je pense. Mais moi non, actuellement du coup c'est un peu l'épargne, c'est un peu voilà me faire plaisir et je pense quand même que j'aimerais bien alors bourse, je sais pas, mais au moins des CPI via la boîte. Ça, je pense que très certainement, ça va y passer le jour où je me sentirai de le faire, ouais. Trop bien. Et en plus, il y a des choses très très intéressantes en SCPI à faire. Je pense que tu connais un peu le système du démembrement avec l'usufruit, avec la nue-propriété et notamment l'usufruit en SCPI. En société, c'est extrêmement intéressant. Euh, Enfin, t'as déjà entendu parler un peu de l'usufruit en société? Ouais, ouais. Mais c'est ouais, c'est super intéressant parce que du coup, tu peux amortir d'un côté et avoir une rentabilité de l'autre. Mais malheureusement, c'est pas hyper courant, quoi. Genre, vu que c'est très intéressant, il y en a très peu sur le marché. Et ok, top. Et ensuite, toi, au niveau perso, tu m'as dit avant qu'on allume l'enregistrement que la bourse, c'était un peu à l'abandon, entre guillemets, mais du coup, que sur les 2 derniers mois, là, tu t'en étais pas trop occupé. Mm. C'est aussi l'avantage de la bourse, pour le coup, parce que tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais c'est un sujet Par aussi, rapport hein. à Il n'y a vivre, pas, ouais. ouais, il y a pas besoin d'y être tous les jours à partir du moment où tu as mis en place ta stratégie. Mais avant de parler de la situation actuelle, est-ce que tu peux nous rappeler un peu la stratégie que tu avais mis en place? Parce que peut-être qu'elle a évolué un petit peu depuis ces 3 dernières années. Donc là, actuellement, en bourse, toi, c'est quoi ta strat? Du coup, j'ai un PEA, j'ai un compte titre. Mon compte titre, j'y ai pas touché depuis, en toute honnêteté, je pense 2020, fin 2020 ou 2021, quelque chose comme ça. J'avais acheté principalement des actions américaines dessus. Mhm. Et mon PEA, j'alimente. Alors, j'aimerais régulièrement, mais quand je peux, en réalité. Et j'espère justement quand je serai un peu plus tranquille niveau sous, pouvoir continuer à réinvestir massivement. J'aimerais bien le maxer en fait mon PEA. C'est un petit objectif, tu vois, un peu moyen terme. Go to Tu mettais 150K. 150 000 euros dessus et puis tu te poses plus la question de Yes. l'alimenter. Euh, j'ai beaucoup d'actions à dividendes aristocrates et j'ai aussi un petit peu d'ETF et je suis un peu entre les deux. Euh, pour l'instant, ouais, comme je te disais, j'ai regardé mon compte il y a 2 mois, je crois, mon PEA, mais c'est tout. Quand ça a commencé, voilà, juste après les élections américaines, Trump, etc., je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu comment ça évolue. Mais là, j'attends de voir. Je pense continuer à investir dans les boîtes avec lesquelles jusque maintenant ça a plutôt bien marché. Air Liquide, pour ne citer qu'elle. Le luxe aussi. Et peut-être me diriger un petit peu plus quand même vers les ETF parce que c'est vrai que t'as quand même cette tranquillité de pas te dire tu dépends d'une seule action, Ouais. d'une seule boîte. C'est un peu la stratégie que je mets en place, hein. La stratégie que Ouais, toi, c'est j'appelle les SPAC, du deux, coup. c'est ça, c'est Ouais, mix. moi exactement, j'ai un socle passif du coup avec des ETF. Donc j'ai construit un portefeuille d'ETF optimisé avec PEA et compte titre pour essayer d'aller déjà maximiser la performance à travers cette partie passive. Et en fait, ce qui est trop bien avec les ETF, c'est que ça permet d'être facilement diversifié. Mm. Et du coup, ça permet de l'autre côté, avec des actions, de se concentrer peut-être sur nos plus grandes convictions et du coup de suivre peut-être quelques actions, tu vois, une Mm. dizaine, 10, 15 grands maximum, mais de Ouais. vraiment les connaître, de vraiment les suivre, d'aller sur les meilleures actions du marché et donc du coup avoir un portefeuille avec deux axes, un axe diversifié avec les ETF qui suit le marché et qu'on essaie d'optimiser et un axe où on se concentre sur les meilleures actions possibles et moi, j'ai tout un process d'analyse qui est assez poussé maintenant, où je passe.
Alors en fait, dans le programme que moi je propose, je fais les analyses pour les membres et je leur mets à disposition. Et quand je fais une analyse, Mmh. tu vois, je passe 20 heures à peu près de taf sur chaque boîte. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la problématique qu'il y a, c'est que souvent on regarde, tu sais, les premiers indicateurs financiers très classiques, l'évolution du chiffre d'affaires, l'évolution du bénéfice, les marges, la dette, ce genre de choses-là. Mais je fais souvent un parallèle avec l'immobilier. Pour moi, cette partie-là, tu vois, c'est regarder sur le bon coin, tu vois, sur Mmh. un immeuble. C'est OK, Tu fais de la il est veille à un peu, tel ouais. prix. Ouais, il est à tel prix, il y a tel prix au mètre carré et je peux le louer tant. Du coup, sur le papier, c'est très beau, c'est très bien, ça donne envie. Mais si tu l'achètes comme ça et que tu visites pas, bah, peut-être que tu n'as pas vu que la toiture elle est pourrie et que tu as une fissure comme ça dans la copro et que tu vas devoir payer tous les mois pour payer ça, tu vois. Ouais. Donc derrière, moi je passe beaucoup beaucoup de temps sur l'analyse fondamentale, donc l'analyse du business. Bah, qu'est-ce que fait la boîte, qu'est-ce qu'elle vend, à qui est-ce qu'elle les vend, où est-ce qu'elle fait dans le monde, s'il y a des problèmes au niveau du management, etc., etc., pour Mmh. écarter les grands risques et éviter d'aller sur des boîtes sur lesquelles je suis pas convaincu en fait. Parce que au final, choisir ces entreprises, c'est aussi essayer de voir ce qui va se passer dans le futur. Parce que c'est très bien d'acheter les entreprises à l'heure actuelle, mais si tu achètes une entreprise dans une tendance un peu, par exemple, pour moi, les entreprises pétrolières, c'est pas une méga tendance, tu vois. On voit bien que c'est pas à la mode, alors que des entreprises qui sont dans le cloud, par exemple, sont des entreprises qui, je pense, sur les 10 prochaines années, vont faire pas mal d'argent. Et du coup, voilà, j'ai un process assez complet. Et après, il faut suivre les entreprises semestre après, enfin, trimestre après trimestre. Toi, du coup, t'as une stratégie sur les actions assez passive ou en mode tu as sélectionné tes premières actions dès le départ et tu continues de les suivre, tu les analyses ou tu fais comment toi de ton côté? Heu, Moi, on va dire que c'est plutôt de l'investissement de conviction. Alors quand j'ai commencé à m'intéresser à la bourse, j'ai quand même été, un peu fouinée dans les fondamentaux des boîtes, notamment, je peux te sortir quoi? Il y avait L'Oréal, par exemple, Mm. qui n'a aucun endettement. Et c'est fou parce que quand tu regardes beaucoup d'autres boîtes, par exemple du CAC 40, ils ont des crédits, etc. Ils ont un certain taux d'endettement. Et quand tu découvres que L'Oréal, qui est quand même une action assez solide, n'a pas d'endettement, tu dis bon, bah ça a l'air pas mal. Et voilà, je sais que ça fait partie des entreprises que je vais continuer à suivre. Par contre, je fais pas du tout d'analyse aussi poussée que toi tu peux le faire, ça c'est sûr. Je suis pas trop dans ces tendances-là. Mais non, je pense que aussi, tu sais, quand on dit que le pire ennemi d'un investisseur, c'est ses émotions. Moi, je Mm. t'avoue que mine de rien, là, depuis 2 ans, depuis 1 an et demi, 2 ans, là, le contexte, il fait que j'ai Bah, pas ça se passe très envie bien. d'investir pour l'avenir, tu vois. Je suis en mode bon, bah, on va tous mourir de toute façon. Donc, je trouve que le monde part un peu en sucette et le moral est pas forcément au beau fixe tout le temps. Du coup, tu vois, j'attends un peu de voir où va le monde pour savoir si ça sert encore à quelque chose d'investir ou si on va tous se casser la gueule dans quelques mois, quoi. C'est un peu. Tu penses et ça, tu penses que c'est pas justement un biais cognitif qui t'empêche d'investir? Parce qu'il y en a eu quand même des C'en phases où ça s'est mal passé, quoi. Genre, il y a eu plein de guerres, il y a eu des chocs c'en est un, pétroliers. mais on va dire que c'est plus moi qui prends du recul par rapport au sens de la vie. Enfin, voilà, je suis pas une grande philosophe, mais c'est plutôt moi qui me demande ce que j'ai envie de faire de ma vie et si j'ai pas un peu plus envie de profiter. Tu vois, quand je te dis que je suis dans le creux de la vague niveau investissement, en fait, c'est vraiment, voilà, je suis dans une période où je me dis, bah, ça fait, tu vois, 7 ans que j'investis beaucoup. Mm. Et là, je commence à me dire, bon, j'ai envie de faire un petit peu une pause. J'ai envie de profiter aussi de mes sous. Tu vois, tu parlais de super hôtel à Budapest. Avec mon chéri, on veut aller au Japon l'année prochaine. Je me dis, bah, je préfère faire ça maintenant que potentiellement me dire, ah, c'est quelque chose que je vais faire dans 10 ans. C'est bien, en fait, je me dis, là, tu vois, c'est bien de préparer l'avenir, c'est bien de préparer la retraite, mais pour l'instant, j'estime quand même que j'ai fait suffisamment d'efforts à l'heure actuelle pour pouvoir me permettre d'en profiter un petit peu maintenant aussi et de Bah, pas 100%. attendre mes 65 ans, voire plus. Mais c'est vrai que ça, c'est un sujet qui est très très important parce que on parle souvent des intérêts composés sur 30 ans, tu auras tant dans 30 ans, mais ça, moi je le répète aussi assez souvent, c'est que il faut investir ce dont tu n'as pas besoin actuellement, tu vois. Et ça, c'est vraiment, tu sais, il y a la phrase, faut investir ce qu'on est prêt à perdre. Mm. Ça, pour moi, c'est une phrase enfin, qui est un peu débile, je trouve, parce qu'on n'est pas là pour perdre. Mais la bonne phrase, c'est investir ce dont on n'a pas besoin. Et
c'est archi vrai, tu vois. Et ce que tu dis, c'est ultra important, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent justement dans cet excès d'investissement où le moindre centime, le moindre euro, il faut qu'il soit optimisé pour investir, etc. Mais encore une fois, je pense que tu as. Enfin, tu vois, toi, tu estimes être dans le creux de la vague. Moi, j'estime que tu as raison, en fait. Tu vois, genre, on n'est pas là non plus pour faire que ça et pour vivre autour de l'investissement. Mmh. Moi-même, aujourd'hui, j'investis tous les mois, j'investis pas mal de capital, mais parce que je peux me le permettre et ça m'empêche absolument pas de faire mes activités à côté ou de partir en vacances ou de me payer des hôtels. Tu vois, tout ça, c'est prioritaire sur les investissements. Et je pense qu'au début de la vague, tu sais, des personnes qui sont arrivées sur YouTube et qui ont commencé à parler d'investissement, il y avait beaucoup ce discours de il faut optimiser le moindre euro pour maximiser les intérêts composés, etc. C'est un discours qui a eu beaucoup, je pense, qui est un peu moins présent aujourd'hui, mais ça a créé quelques petites dérives, je pense, euh, à croire qu'en fait, il faut absolument faire que ça, quoi. Ouais, bah, moi je pense que, enfin, je pense que chacun à notre échelle, on fait un peu partie de cette façon de penser, mais en fait, c'est juste une histoire de motivation et de priorité au moment où tu te lances. C'est sûr que quand tu découvres, moi, quand j'ai découvert le monde de l'investissement, mais j'étais folle, quoi. Je me suis dit, ah, mais c'est trop bien, c'est génial, je veux absolument tout faire, je veux absolument investir partout, je Mm. veux pas dépenser mes sous, je veux tout foutre de côté et tout. Je me dis, bah là, je pense que j'ai un peu roulé ma bosse. J'ai eu des choses qui se sont bien passées, des choses qui se sont moins bien passées aussi. Et je me dis, bah écoute, aujourd'hui, je sais que je suis à un niveau où j'ai j'ai pas évalué, mais j'ai emprunté pour 760 000 euros d'IMO, peut-être valorisé à 850 000 aujourd'hui. On va dire, environ 100 000 euros côté financier entre le PEA, les trucs à gauche, à droite et tout. Bah voilà, je me dis, je suis peut-être pas à 500 euros. Après, 500, 1000, 2000 que je vais peut-être dépenser cette année que j'investirai pas. Voilà. C'est faut pas être la personne la plus riche du cimetière, comme on dit. Donc tu vois, je suis un peu mm. plus modérée de ce côté-là, c'est vrai. Et je me dis bah voilà, j'ai envie de profiter aussi et c'est pas grave s'il y a une année un petit peu tranquille ou deux. C'est je pense qu'on a tous au final des chemins de vie qui vont partir dans des directions relativement opposées. On va tous vouloir faire des choses différentes. Il y a des gens qui vont vouloir se payer une superbe villa au bord de la mer. Il y a des gens qui vont vouloir être à la maison, avoir une grande famille avec 6 enfants. Il y a des gens qui vont vouloir s'expatrier, vivre à l'étranger. Bah voilà, faut juste savoir où est-ce que chacun veut aller et en fait avec quel, quel patrimoine et quelle quantité d'argent tu tu veux un peu faire ta vie. Donc voilà. Moi par exemple, tu vois, déjà on est très différents tous les deux parce que toi t'es à ton compte, t'es chef d'entreprise, tu fais ça à plein temps. Moi je suis salarié et je fais des choses en parallèle. Donc ça déjà, Ouais. Mais en plus, je sais ce que c'est parce que j'y suis passé avant aussi. Avant d'être 100%, j'étais à la fois kiné et à la fois, du coup, dans l'entrepreneuriat. Donc, je sais à quel point c'est compliqué de faire les deux parce qu'on a aussi notre vie perso à côté, quoi. Et en fait, tu te rends compte aussi que l'entrepreneuriat, ben, ça sort jamais vraiment de la tête. T'es toujours dedans, t'as toujours des réflexions pour YouTube, pour Insta, pour ta formation, pour plein de trucs. Donc, c'est une vie différente. Et avoir les deux, c'est complexe, hein. Je sais que ouais, et puis c'est pas facile. je me suis un peu, enfin pas bousillé la santé, mais en fait je me suis stressée pour des choses où je me dis avec le recul, c'est pas, il n'y a pas besoin de se stresser tant que ça. Enfin, encore une fois, comme je peux pas avoir une situation qui est comparable à des gens comme toi qui travaillent à 100% sur Internet, je peux pas non plus me fouetter le soir en disant tu n'as pas filmé de vidéo, tu n'as pas publié de vidéo et tout. Donc tu vois là, quand je te dis, j'essaye déjà d'arriver à faire mon programme. En fait, là, je me suis dit, je fais une grosse pause de YouTube, je fais pas de vidéo, c'est pas grave, j'en mourrai pas. Je me concentre sur un truc, je le Mm. fais, j'avance de ce côté-là. Et quand ça sera passé et que j'aurai un petit peu plus de temps, voilà, j'irai vers d'autres choses. Mais Mais, ouais, la santé, le stress, en fait, c'est un peu mon mantra ces temps-ci. Donc, je fais vachement gaffe à ça, quoi. mais tu sais que les objectifs, pour moi, drivent beaucoup des décisions et faut pas se tromper de cheval de course, on va dire. Parce que même moi, à mon niveau, hein, tu vois, aujourd'hui, ben, euh, par exemple, toi, tu es à la fois salarié, à la fois dans l'entrepreneuriat, et du coup, ben, si tu regardes un peu ce que je fais moi, ben, tu peux te dire, je fais plus de vidéos, genre, je développe plus vite, machin bidule.
bah, ce qui est peut-être vrai, mais j'ai le temps pour, alors que toi non. Et moi, de Mm. l'autre côté, tu vois, je me compare aussi à des personnes qui ont des équipes plus grosses que moi et qui du coup vont plus vite que moi, qui grossissent plus vite. Donc en fait, tout le monde se compare. Et j'ai un peu les mêmes réflexions actuellement, tu vois, parce que moi, ce que j'aime aussi avec le fait d'être passé à 100% en ligne, c'est que je suis 100% libre de faire ce que je veux, quand je Mm. veux, et je veux garder cette liberté. Donc, par exemple, moi, pour entrer dans le programme, c'est moi qui prends tous les appels avec les différentes personnes qui sont intéressées par ce que je fais. Mm. J'ai pas d'école, enfin, j'ai pas d'équipe de closer ou de sales team énorme ou trucs comme ça, parce que j'ai envie de garder une activité qui reste à taille humaine et garder la liberté qui va avec. Mm. Donc ça me limite. Je sais que je suis capé à un certain chiffre d'affaires mensuel qui est déjà très bien et j'en aurai largement de quoi vivre très très bien. Mais je peux pas me comparer à des personnes qui vont beaucoup plus vite parce qu'ils ont des équipes de 20 personnes, tu vois. Et je pense que tout dépend des objectifs. Et pour revenir un peu à l'investissement, effectivement, quand tu débutes, c'est l'Eldorado. Hein, tu as l'impression que faut tout envoyer, que ça va être ça qui va te rendre riche, etc. Alors qu'au final, ça fait fructifier l'argent que tu investis et dont tu n'as pas besoin, mais c'est pas ça qui va te rendre richissime Mm. pour en profiter à 40 ans, tu vois. Genre, tu seras peut-être riche, mais âgé quand tu auras peut-être moins d'énergie pour faire des choses cool. Donc, il faut le faire parce que moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes, tu vois, qui s'inquiètent un peu de la retraite et tout ça parce que aujourd'hui, c'est un sujet aussi, notamment l'année dernière avec la réforme des retraites. Nous, notre génération, on sait pas trop ce qu'on aura, donc je pense qu'on aura Mm. quelque chose. Et savoir quoi, quand, comment, à quel âge, on sait pas trop. Donc déjà partir en se disant, ben, ce que je fais aujourd'hui, c'est pour complémenter ma retraite et, euh, et le voir comme ça, tu vois, comme un complément et pas devenir riche. Bah, déjà, tu souffles un peu, je pense, par rapport à tout ça. Ouais, et tu vois, même, je me disais, quand tu parlais de retraite, au final, là, je trouve que. Alors, peut-être que, je sais pas, peut-être que dans 2 ans, j'aurais plus le même discours, mais c'est ça le principe d'évoluer. En fait, je suis moins inquiète de ma retraite aujourd'hui, plutôt que d'être inquiète de aujourd'hui, l'âge que j'ai, bientôt 34 ans, et de me dire, vas-y, là, je sais que je suis au pic de ma life. Et tu vois, quand on disait ça fait 4 ans qu'on s'est pas, enfin, qu'on avait fait la Ouais, première ça passe, vidéo, hein. ça passe vite. Et plus les mois passent, plus je me dis, mais en fait, le temps passe extrêmement vite. Et du coup, je suis plus dans la volonté là de me dire, bah en fait, non, j'ai envie d'en profiter maintenant. Alors, je suis pas en mode, je vais tout vendre et je vais partir et vraiment, je vais faire le tour du monde pendant 3 ans et puis après, j'aurai plus rien et puis tant pis. Mais je suis un peu dans cette optique où je me dis, ouais, je vais en profiter maintenant. Et, à tous les niveaux et surtout niveau santé, tu vois, là, ça fait 1 an notamment, je me suis focusée sur ma santé parce que je m'étais blessée au pied, donc j'avais arrêté le sport que j'avais commencé à apprécier et ça c'est une grosse victoire pour moi. Et bah toi je vois tu fais énormément de sport aussi, tu vois, en septembre j'ai repris la course à pied, mais depuis le mois de septembre là je préparais le semi-marathon de Paris et jamais de ma vie j'avais couru 3-4 fois par semaine et là j'étais devenue folle, mais vraiment à me stresser, à me dire oui, mon temps, mon alimentation et tout. Et en fait, ça m'éclate. Et je pense que voilà, c'est des façons un peu différentes de se développer, de s'intéresser à des nouvelles choses et tout. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est beaucoup, les trentenaires, grosso modo, à se dire à 30 ans, ou en fait, ok, je suis encore jeune, mais je vois mine de rien le temps qui passe et j'ai pas envie que mon corps vieillisse aussi vite qu'il pourrait. Donc je Mais pense qu'on est beaucoup à se focaliser là-dessus aussi. Bah toi, tu fais de l'aérox et tout, tu fais plein de trucs aussi, paddle. ouais, moi je suis assez sportif, je l'ai toujours été. Et heureusement, parce que sinon, je pense que je serais obèse parce que j'adore bouffer aussi. Donc c'est un peu ma compensation, tu vois. Et, euh, et oui, c'est vrai que ça passe, hein. Moi, tu vois, genre, pareil, j'ai fait 30 ans cette année. Et j'ai toujours fait du sport quand même alors pas du tout à haut niveau, mais en compétition, on va dire, j'ai toujours été Mm, compétiteur. Genre, ça m'intéresse. En fait, ça, c'est aussi un trait de caractère qui, je pense, a fait que je suis resté discipliné pour YouTube, que j'ai réussi à avancer dans ces objectifs-là. Mais quand je fais quelque chose, j'aime bien la compète et j'aime bien les objectifs. Donc, j'ai toujours fait de la compète. Et je vois qu'à 30 ans, tu vois, je commence à être moins performant. Et ça me saoule. Mais genre, tu vois, c'est un truc. En fait, on voit pas le temps passer, mais quand je faisais des compètes de CrossFit il y a 5 ans et que je mm, soulevais telle charge et que j'étais capable de faire des entraînements
enfin, très rapidement. Aujourd'hui, beaucoup moins. Aujourd'hui, il y a mon dos qui me rattrape un peu quand je commence à soulever vraiment trop lourd. Donc, j'ai dû ralentir le CrossFit et plus transitionner sur l'Aerox, Mm. qui reste assez intense, tu vois. Mais ça passe, ouais. Franchement, je pense que ce sera un peu le titre de la vidéo, je pense. Tu vois, investir ou profiter, faut-il vraiment choisir un truc comme ça, tu vois. Ouais. Je pense que ça peut être pas mal. Mais, ouais, ça passe. Donc, je pense que c'est un bon mot de la fin. Je sais pas ce que t'en penses, mais faut investir pour préparer et gérer ses finances personnelles. Donc, déjà, bah, tu vas créer un programme là-dessus. Donc, toutes les personnes qui écoutent, mettez-vous en liste d'attente parce que je pense que c'est quali. Et Je fais tout pour. bah, j'en suis certain. Bon, je sais que ce sera quali. Et, euh, et ouais, donc du coup, profiter, investir et arriver à trouver le juste équilibre entre les deux, quoi. C'est vraiment l'objectif final. Et je pense que c'est le Mm. meilleur des objectifs. Parce que si tu fais que profiter, bah, tu te crames. Si tu fais qu'investir, tu te crames. Donc si tu arrives à trouver le juste milieu, c'est cool. Pour tenir sur la durée, à tous les niveaux. C'est exactement ça. Ouais, parce que après, juste pour finir, du coup, il y a aussi d'autres objectifs qui peuvent venir Mm. en complément de nos objectifs personnels. Tu vois, je pense que quand tu deviens parent aussi, ça change. Peut-être que tu as envie de transmettre du patrimoine. Donc, au final, tes investissements que tu as fait pour toi à la base, peut-être qu'en fait, tu les as fait pour avoir une rente à un certain moment, mais peut-être pour transmettre aussi plus tard. Donc, Moi, alors, du coup, on part sur d'autres sujets. Moi, c'est un gros sujet, c'est comment je vais transmettre des choses plus tard, parce que je veux pas d'enfant. Et du coup, j'ai pas ce poids de me dire comment je vais laisser quelque chose à mes enfants et tout. Et du coup, je suis plus en mode de me dire bon, entre guillemets, à qui est-ce que j'aimerais transmettre quelque chose si c'est de la famille type frère, sœur, si c'est les enfants de mes amis aussi. Tu vois, c'est plutôt des trucs comme ça qui me font réfléchir, mais je pense que ouais, le fait d'accepter cette opinion très, très, très marquée chez moi, ça m'a un peu. Ça a participé au fait que je me dise calme-toi, t'as le droit de souffler, tu vois, t'as le droit de te détendre parce qu'en fait, ouais, je les emporterai dans ma tombe, mes sous, ouais. quoi. Tu vois, Ouais. c'est pas. Si je les Après, je pense transmets qu'à pas. notre niveau, en fait, on a atteint un stade où on sait que on n'aura pas de problème d'argent, tu vois. Hmm. Moi, pareil, j'arrive sur les 400 000 de patrimoine net. Donc, j'ai quasiment 300 000 de financiers de disponibles, enfin, entre ma boîte et moi en perso. Donc, bon, il peut m'en arriver des merdes. Je vais pouvoir tanker un moment. Et bon, j'espère qu'il m'arrivera rien. Mais je sais que à 30 ans, il y a très, très peu de personnes qui ont ce patrimoine-là. Je sais que je suis privilégié. Je bosse pour. Après, je me suis fait tout seul, hein. Clairement, je pense que j'ai eu 15 000 euros de mes parents au tout début pour me lancer dans les études, mais tout le reste, je l'ai fait tout seul. Hmm. Mais on a aussi, je pense, ce recul de se dire, OK, ben, on a 30 ans, ou 30, 34, bon, à peu près la même génération, tu vois. 30. Mais on a déjà fait pas mal d'efforts qui font qu'aujourd'hui, on est peut-être plus stable et plus serein par rapport à nos finances que des personnes qui aujourd'hui ont 30 ans et commencent justement à s'intéresser à tout ça et à s'exciter là-dessus parce qu'en fait, de 20 à 30, ils n'ont pas fait tout le travail que nous on a fait. Hmm. Donc, je pense qu'aussi, on est dans, pas le syndrome de l'expert, tu vois, mais pour nous, c'est une évidence en fait. Avec les algorithmes, etc., on a ça toute la journée dans la tronche en mode c'est ça qu'il faut faire et on sait qu'il faut gérer les finances, on sait qu'il faut investir. Mais en fait, il faut aussi se rendre compte qu'il y a plein de personnes, peut-être certaines qui regarderont la vidéo ici, bah, qui en sont extrêmement loin de la vision qu'on a nous aujourd'hui, tu vois. Oui, bah, je pense que, comme je disais tout à l'heure, ouais, c'est d'avoir quand même quelques années d'expérience, avoir acquis pas mal de maturité sur certains sujets, et te dire, bon, bah, moi, perso, aujourd'hui, je sais dans quelle direction je me dirige, et ça me convient, ou pas, des fois. Mais, euh, mais je pense que voilà, c'est apprendre quels sont tes points forts, tes faiblesses, et faire avec pour que ça aille au mieux. Mot de la fin, magnifique. Écoute, où est-ce qu'on peut te retrouver? Je mettrai ta chaîne bah, principalement sur YouTube, je pense. Ouais, Euh, YouTube, Valérie. Si vous ne trouvez pas, vous tapez Valérie et argent et vous devrez tomber dessus. Et du coup, là, en ce moment, je fais une petite pause dans les vidéos pour pouvoir avancer les autres choses importantes. Et je pense que je reprendrai tranquillement après.
Et Instagram aussi, si tu veux le mettre quelque part sur l'écran, parce que les pseudos, c'est toujours un peu, un peu Ouais, mais compliqué. je mettrai les liens dans la description, je pense. On peut mettre les liens Instagram, je crois, maintenant sur YouTube, si je ne me Ça marche. trompe pas. Mais ouais, je mettrai tout ça en description. Et puis de toute façon, ça sortira peut-être juste avant le 2 mai. Donc vous souhaiterez aussi peut-être un joyeux anniversaire anticipé C'est ça. à Valérie. Et bah, écoute, merci pour ta venue, c'était très cool. J'espère que Merci à toi. bah, les personnes qui ont écouté cette petite heure de discussion ont apprécié aussi. Donc c'était moins technique bourse Mm. que mes autres vidéos, quoi, mais c'est également très très bien de revenir un peu aux fondamentaux et à pourquoi est-ce qu'on fait ça, tu vois. C'est un peu le sujet central de notre discussion au final, donc c'est très très bien, très intéressant. Et puis voilà, à très bientôt, peut-être dans Salut 3 ans Clément. pour un épisode 3. Salut. Ciao.